Au Mali, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, président d'exercice de la CEDEAO, s'est rendu dimanche à Bamako pour une visite officielle. Cette visite intervient 5 jours après la levée des sanctions de la communauté. Au Nigeria, les autorités ont annoncé dimanche la dissolution d'une unité spéciale de police controversée après une semaine de forte mobilisation de la jeunesse, mobilisation portée notamment sur les réseaux sociaux. La pandémie du coronavirus étreint plusieurs pays. C'est le cas de la Tunisie qui peine à se remettre. Les conséquences sociales du virus sont désastreuses et les observateurs prédisent le pire. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au Mali, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé dimanche à Bamako pour une visite officielle. Cette visite intervient 5 jours après la levée des sanctions de la CEDEAO. Reportage. Ce fut un voyage pour marquer la solidarité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'endroit du Mali. Le pays retrouve sa place au sein de l'institution sous-régionale plusieurs semaines après avoir été suspendu, mais également après avoir été mis sous embargo. Mais désormais, il y a un président de transition et un premier ministre civil. Un vice-président, certes militaire, mais dont les prérogatives sont réduites aux questions de défense et de sécurité, comme suggéré par tant de voix. Toutes choses saluées par l'institution sous-régionale. Le Mali a également un gouvernement. Autre prouesse qui ne passe pas sous silence, les personnalités civiles et militaires arrêtées depuis le coup d'État ont toutes été libérées. Autant d'efforts ayant motivé ce déplacement. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a en outre foulé le sol malien pour parler de la suite de la transition. Dans 18 mois, il faut passer sans rechigner le témoin au civil. Mais avant, il faudra aller aux urnes pour des élections crédibles. Il faut donc établir un chronogramme et surtout le respecter. Le président en exercice de la CEDEAO y accorde beaucoup de prix et espère pouvoir compter sur la transition. D'autres sujets d'intérêt ont été également au menu de cette visite, dont entre autres la dissolution de la junte. Elle devrait intervenir après la mise en place du Conseil national de transition, organe qui jouera le rôle du Parlement. À noter que les membres de la délégation de la CEDEAO, conduite en personne par le président en exercice de l'institution ouest-africaine, étaient plus que soulagés des progrès notés sur le terrain. Plus de précisions avec le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou. Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la charte de la transition. Le président de la conférence a pris acte des informations sur la mise en place prochaine du Conseil national de transition dans un processus inclusif. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué de 18 mois. En Côte d'Ivoire, l'opposition a fait un carton plein ce samedi à Abidjan. Des dizaines de milliers de ses militants se sont rassemblés au stade Félix Houphouët-Boigny pour le meeting contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Discours musclé des leaders de l'opposition, dont Henri Konabédié. Cette manifestation a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders, de l'ancien président Henri Konabédié du PDCI aux représentants des grands absents de la présidentielle, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly et les anciens ministres d'Alassane Ouattara, Albert Mabry-Touakeu et Marcel Amontano, 3 figures politiques dont les candidatures à la présidentielle ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, étaient également là. Il y avait aussi les frères ennemis du Front populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo. Toute l'opposition ivoirienne dit non, pouvait-on lire sur le podium du stade. Nous les Ivoiriens, on est fatigués. Nous sommes fatigués. On ne veut plus d'Alassane. On ne veut plus d'Alassane. Voilà. Moi,
Je suis PDCI, mais aujourd'hui là, ce n'est pas le PDCI qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est les jeunes Ivoiriens qui sont là. Nous sommes là, debout comme une seule personne pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane. Dans son discours, Henri Konan Bédié a appelé l'ONU à se saisir du dossier ivoirien pour mettre en place un organe électoral véritablement indépendant et crédible. Pascal Affi-N'Guessan, également candidat à la présidentielle, a rappelé le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition et réclamé une transition politique en Côte d'Ivoire. Le meeting était encadré par un important dispositif policier et le quartier du Plateau, quartier du pouvoir et des affaires, où se trouve le stade, était fermé à la circulation routière. L'opposition s'est plaint de mesures visant à décourager les militants à se rendre au stade. Un contre-meeting du parti au pouvoir, qui devrait se tenir le même jour dans la capitale économique ivoirienne, a finalement été annulé. Au Nigeria, les autorités ont annoncé dimanche la dissolution d'une unité spéciale de police controversée après une semaine de forte mobilisation de la jeunesse, mobilisation portée notamment sur les réseaux sociaux par des stars du cinéma et également de la musique. Après l'annonce de l'infection au Covid-19 du président américain, la commission indépendante avait pour des raisons sanitaires transformé le débat qui devait se tenir à Miami entre Trump et Biden en rencontre virtuelle. Une formule catégoriquement refusée par Donald Trump. Face à ce refus, la commission a décidé de concentrer désormais son attention sur les préparatifs pour le dernier débat présidentiel prévu le 22 octobre prochain à Nashville, dans le Tennessee. Lors du débat annulé, des électeurs devaient cette fois poser des questions aux candidats. Après l'annonce de sa tenue sous forme virtuelle, l'équipe de Donald Trump avait, elle, accusé les organisateurs de vouloir éviter à Joe Biden une confrontation directe avec le républicain. Elle a réclamé que le débat du 15 octobre prochain soit repoussé lors d'une ultime rencontre, le 29 octobre, soit à 5 jours seulement du scrutin, ce que l'équipe de Joe Biden a refusé. Donald Trump et Joe Biden se sont déjà affrontés durant près d'une heure et demie lors d'un premier débat chaotique lors duquel il n'avait cessé de se couper la parole le 29 septembre dernier à Cleveland, dans l'Ohio. Au Sénégal, l'île de Gorée s'ouvre de nouveau au public. Le symbole de la traite atlantique et destination prisée des touristes au large de Dakar a refait également surface à partir de la levée des sanctions liées au Covid-19. Cette rouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire de masques dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur selon la mairie. Elle sera progressive à raison de 8 navettes de chaloupe par jour au lieu de 12 précédemment, a précisé la municipalité. Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal le 2 mars. Seuls ces quelques 2000 habitants étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l'île et assurent son approvisionnement. C'est quand même un peu flippant de venir regarder un endroit après une pandémie pareille. Donc c'est beau quand même. En tout cas, moi quand même j'apprécie, malgré que l'ambiance n'est pas comme je suis venu il y a 9 mois. On a beaucoup souffert, il n'y a pas de travail. Et ici c'est le lieu touristique pour les gens qui viennent ici. On ne travaille plus, ma mère elle est touristique. Elle va décoller depuis lors. On a fermé l'île de Gorée, mais Dieu merci. Que l'île, dans sa globalité, soit restée 7 mois sans fermer, que moi je reste 7 mois sans travail, en plus de payer mon personnel pendant 7 mois, vous voyez. Donc c'est une période sombre pour un investisseur. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine, mais aussi site pittoresque de l'Atlantique, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Nombre d'habitants de Gorée travaillent sur le continent, d'autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et de ses dérivés. La pandémie du nouveau coronavirus étreint plusieurs pays. C'est le cas de la Tunisie qui peine à se remettre. Les conséquences sociales du virus sont désastreuses et les observateurs prédisent le pire.
La première vague de l'épidémie de mars à juin a entraîné la perte de 165 000 emplois selon un membre du patronat du pays. 40% des entreprises d'artisans ont déjà mis la clé sous le paillasson et environ 35% des petites et moyennes entreprises sont menacées de faillite, s'inquiètent-ils, au moment où les autorités ont annoncé une série de nouvelles restrictions pour endiguer la pandémie. Depuis mars, la Tunisie a recensé sur son sol plus de 28 000 cas de Covid-19, dont plus de 400 décès selon les autorités. Le pays enregistre actuellement plus de 20 morts de la maladie par jour, contre 50 au total entre mars et juin. Les autorités ont interdit début octobre tout rassemblement et ont instauré depuis jeudi et pour 15 jours un couvre-feu dans de nombreuses zones du pays, notamment dans toute la région de Tunis, la capitale. Le gouvernement a toutefois écarté un confinement général comme celui qui avait été mis en place au printemps, soulignant que le pays n'en avait pas les moyens. De nombreux emplois ont disparu dans le secteur informel qui embauche quelques 44% des travailleurs tunisiens, notamment dans l'agriculture, la restauration, le commerce ou le tourisme, secteur clé frappé de plein fouet par la pandémie. Dans les cafés à Tunis et dans d'autres zones fortement touchées par la pandémie, les chaises ont été interdites par les autorités. Une décision qui met en péril 100 000 familles, selon la chambre syndicale des propriétaires des cafés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.